Bonjour YouTube, bienvenue dans un nouveau stream, d'une nouvelle VOD des questions d'actualité au gouvernement. Aujourd'hui, je vais tester une petite différence par rapport à d'habitude et j'aimerais bien avoir vos retours là-dessus YouTube. Je vais diviser les QAG en deux vidéos. Il va y avoir une vidéo spéciale Assemblée nationale et une vidéo spéciale Sénat qui sortira donc le jeudi à une courte intervalle, chacune, enfin l'une après l'autre. Je teste ça puisque j'ai vu les retours YouTube en termes de score et tout, enfin voilà, de métriques. Il semblerait que vous préféreriez les vidéos quand elles sont séparées, qu'il y a vraiment une partie Assemblée nationale, une partie Sénat. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et surtout allez voir sur le sondage que je mettrai en place, qui sera dans l'onglet communautaire, dans l'onglet post, pour me dire si vous préférez la version coupée en deux vidéos ou bien si vous préférez une seule vidéo avec simplement voilà, l'enchaînement des QAG entre Assemblée nationale et Sénat. Donc aujourd'hui, on va voir les questions d'actualité au gouvernement, questions d'actualité commentées et en direct du Palais Bourbon puis du Palais du Luxembourg. Les questions d'actualité au gouvernement, pour ceux qui ne connaissent pas ou ne sont pas familiers du principe, c'est tout simplement les députés puis les sénateurs qui vont interpeller à tour de rôle le gouvernement. Le gouvernement pourra leur répondre dans un exercice encadré, chacun a 2 minutes de temps de parole. Si jamais la personne qui parle n'a pas épuisé son temps de parole, elle disposera d'une réplique jusqu'à épuisement des 2 minutes de temps de parole. La seule exception, c'est le Premier ministre qui n'a pas de limite de temps de parole, mais ça, on verra plus tard. Je viens de regarder un petit peu l'ordre du jour du côté de l'Assemblée nationale. On devrait parler de perspectives économiques avec le scandale de Nestlé des eaux en bouteille, le sommet Choose France avec quelques questions qui devraient être en lien, et on devrait aussi parler de l'actualité politique, certainement de l'audition de François Bayrou par la commission d'enquête parlementaire sur le scandale de Betterham, mais aussi sur les différents propos à droite à gauche, que ce soit de Bruno Retailleau, nouveau président des LR, ou bien de Sophie Primas, qui annonce la fin du macronisme. La présidente de l'Assemblée nationale est en train de se diriger vers le perchoir. Nous devrions avoir les images d'ici quelques instants. Nous sommes toujours en direct de l'Assemblée nationale pour couvrir cet événement comme tous les mercredis. Et je reprends une petite dose de camomille pour être bien. Et bien sûr, avant d'y aller, puisque voilà, Yael Braun-Pivet va s'installer au perchoir, n'hésitez pas, YouTube, à liker ces deux vidéos si elles vous plaisent, puisqu'on va les séparer en deux, à commenter, et puis bien sûr, à vous abonner pour montrer que vous voulez en voir plus. Voilà, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, s'installe au perchoir et va ouvrir la séance des questions d'actualité au gouvernement. 11 interventions prévues, une par groupe politique à l'Assemblée nationale. La séance est ouverte. Alors, l'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par M. Olivier Servat pour le groupe LIOT. LIOT, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Quand vous conduisez sur les routes de Guadeloupe, vous avez 3 fois plus de chances de mourir d'un accident de la circulation que nulle part ailleurs sur le territoire hexagonal. Ah ouais? Déjà 21 morts pour l'année 2025. Ainsi, il y a quelques jours, 5 jeunes sont décédés dans un terrible accident, paix à leur âme. Nous vivons un véritable drame sur nos routes. Quelle en est l'une des causes? Le VODI. Qu'est-ce? Derrière des codes marketing de simples sodas aux parfums tropicaux et aux couleurs flashy, se cache un bien dangereux mélange de vodka, de caféine, de taurine et de sucre. Une canette de 25 centilitres de ce poison contient 25 degrés d'alcool, soit l'équivalent de 4 shoots de vodka d'affilée. Eh ben, ces derniers mois, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. L'engouement autour de cette boisson a franchi un nouveau cap chez les jeunes avec le VODI Challenge sur les réseaux sociaux. C'est un concours où il faut boire le plus de canettes en un temps record. Résultat, coma éthylique, tachycardie, crise de panique, hallucination ou épisode épileptique. Je constate que sur nos territoires ultramarins, il y a à boire et à manger pour nous empoisonner. Produits de dégagement trop gras, trop sucrés, trop salés, et maintenant le VODI du groupe Codi's Drink, tout droit venu d'Allemagne,
et majoritairement expédiés où? Aux Antilles et en Afrique. D'ailleurs, un Guadeloupéen sur 3 souffre de comorbidité, hypertension, diabète, obésité. Cela ne peut plus durer. Monsieur le ministre, les autorités ivoiriennes ont, elles, d'ores et déjà interdit cette boisson depuis 2023, pendant que la répression des fraudes françaises en est juste à se demander si l'étiquetage du produit est conforme. Alors, monsieur le ministre, qu'attendez-vous pour interdire ce produit, s'il vous plaît? Je vous remercie. Voilà. Je vous remercie, monsieur Manuel Valls, le député. qui La devrait parole est à répondre. monsieur Yannick Neuder, Ah non. ministre en charge de la Santé. La santé. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le député Serra, Mesdames et Messieurs, nous connaissons votre engagement pour notamment la santé des jeunes et je voudrais surtout Ah, ça y est, ça commence. Attendez. Ah, on a perdu le direct. On a perdu l'Assemblée nationale. Bon, alors attendez. Je vais essayer de résoudre ça. Hop. Très bien. Ah bah... Le site de l'Assemblée nationale est down. particulièrement Ah si, c'est bon. du C'est de territoire retour. national impacte notre jeunesse. Donc le VODI, comme vous dites, cette nouvelle organisation autour de sucre, de vodka, de taurine, de caféine, avec un marketing extrêmement agressif pour notre jeunesse, avec des impacts sur leur santé cardiovasculaire, neurologique, est un véritable fléau. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut pouvoir agir vite. Nous allons avoir une campagne de prévention vis-à-vis de notre jeunesse, mais il faut aller bien plus loin. La Direction générale des fraudes est en train effectivement de regarder cette problématique d'étiquetage, puisqu'il y a un taux d'alcool qui peut atteindre jusqu'à 22%. Mais je pense qu'il faut aller bien plus loin. Je pense qu'il faut se doter de tous les leviers possibles pour envisager cette interdiction de ces substances qui sont néfastes pour notre jeunesse et avoir même recours jusqu'à la réglementation européenne. Je crois que parmi ces bancs, il y a une proposition de loi de la députée Karine Lebon sur justement l'interdiction de l'alcool. Lebon, j'ai dit quoi? Lebon, Karine Lebon, sur l'interdiction de l'alcool et sur de la publicité extrêmement nocive. Et je crois qu'il faut que nous puissions agir. En tout cas, c'est une fermeté maximale et une tolérance zéro vis-à-vis de ce marketing qui en attaque la santé de notre jeunesse, avec notamment des conduites addictives et des accidents de la route. Donc à votre disposition pour que nous puissions renforcer ce sujet-là. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Voilà la réponse du ministre qui appelle à Monsieur l'interdiction Vincent et à la Thibault prévention. pour le groupe Horizon. Le groupe Horizon, les députés d'Édouard Philippe. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, ma question s'adresse au ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie. Ce lundi 19 mai s'est clôturé le 8e sommet de Choose France, illustré par des belles annonces, près de 37 milliards, près de 40 milliards d'investissements en France sur 53 sites. On peut se féliciter de ces annonces et qui montrent que la France, pour la 6e année consécutive, est le pays le plus attractif de France. On pourrait s'en réjouir, même si les questions peuvent se poser sur des problématiques d'enjeux de souveraineté, d'emploi productif. Toutefois, Monsieur le Ministre, même si on s'en réjouit, il y a des inquiétudes. Sur mon territoire, aujourd'hui, nous avons des entreprises en difficulté, qui sont déjà aujourd'hui des entreprises qui créent de l'emploi productif. Notamment, je pense à la société BDR Therma du groupe de Dietrich, qui est une entreprise ancestrale sur le territoire alsacien, qui vient d'annoncer 320 licenciements sur 800 emplois. Entreprise qui est essentielle notamment pour assurer la transition énergétique écologique puisqu'elle produit des pompes à chaleur. Je pense aussi notamment à la société dans ma circonscription, Sherpa Robotics, de la filiale du groupe Norcan, qui aujourd'hui est malheureusement en difficulté du fait du rejet, alors que c'était prévu initialement, de crédit d'impôt recherche à hauteur de près de 500 000 €, qui fait que l'entreprise peut retrouver en cessation de paiement à la fin du mois parce qu'elle n'a toujours pas de réponse et c'est derrière 40 emplois qui sont menacés. Donc Monsieur le Ministre, ma réponse est très simple. Si on peut la question peut-être. Les investissements qui sont annoncés, que faisons-nous pour sauver aujourd'hui et aider les entreprises qui sont essentielles sur nos territoires, qui créent déjà des emplois productifs, qui créent du tissu industriel et qui aujourd'hui malheureusement sont en grande difficulté au vu de la non-visibilité ou des problématiques économiques ou voire de certains changements d'annonces qui ont été faits en début d'année par le gouvernement. Merci. Très intéressant comme question. Effectivement, on bat des records d'investissement et pourtant on bat des records de licenciements. Comment on l'explique, Madame la Marc? Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vincent Thibault, Et coucou vous avez Bassar. raison de dire
que notre stratégie industrielle, elle doit marcher sur deux jambes. Il s'agit d'attirer des investissements étrangers, il s'agit de développer des filières d'avenir et les réformes qui ont été menées ces dernières années, des réformes structurelles sur le coût du travail, sur l'apprentissage, sur la formation, sur beaucoup de sujets, y ont évidemment contribué. Vous l'avez dit, la France est pour la 6e année consécutive le pays le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangers. Mais vous avez également raison de dire que notre responsabilité, c'est également de protéger l'existant et de développer l'existant. Un certain nombre de filières sont en difficulté. C'est l'automobile, c'est la sidérurgie, c'est la chimie. Certaines filières, vous avez évoqué l'entreprise Therma, sont confrontées à un ralentissement de la demande pour un certain nombre de solutions, et c'est le cas des pompes à chaleur. Face à ces difficultés, nous devons garder un cap. Ce cap, c'est celui de la décarbonation de nos économies et de toutes les aides qui doivent permettre l'électrification des usages. Je vais me retenir de faire une blague. Une perspective que nous devons à tous ceux qui structurent des filières industrielles autour des énergies vertes, et les pompes à chaleur en font évidemment partie. Nous devons également sortir d'une forme de naïveté. Cette naïveté, elle se combat au niveau européen face à des concurrents qui pratiquent le commerce international sans respecter les règles du commerce international, face à des concurrents qui subventionnent massivement leurs activités, face à des concurrents qui ne respectent pas et qui ne jouent pas à armes égales avec nos producteurs, eh bien nous devons pousser, et nous le faisons au niveau européen, vous le savez, un certain nombre de propositions que la Commission a reprises et va continuer, je l'espère, de reprendre pour mieux protéger nos industries. Enfin, nous devons soutenir nos filières d'avenir, nous devons soutenir l'aéronautique, nous devons soutenir le luxe, nous devons soutenir toutes ces filières qui créent des emplois. Nous devons marcher sur deux jambes, monsieur le député, nous allons continuer à le faire. Je vous remercie. Marc Ferracci qui appelle donc à une réponse européenne. La parole est à présent monsieur Emmanuel Morel pour le groupe GDR. GDR, les communistes. Madame la Présidente, ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Au sommet de Choose France à Versailles, le président de la République a vanté l'attractivité française retrouvée. Mais nos compatriotes savent bien que ce triomphalisme de tribune occulte une réalité économique bien plus sombre, comme en témoigne un déficit extérieur abyssal et une cascade de plans sociaux. Monsieur le Premier ministre, la politique industrielle, elle ne peut pas se résumer à l'installation de data centers anglo-saxons ou en partenariat avec des Émiratis. La réalité, c'est que les investissements étrangers relèvent pour moins de 1/3 de l'industrie, qu'en France, c'est très peu riche en emplois par rapport aux pays européens comparables, et surtout, comme en témoigne une étude de la Banque de France récente, sur le stock d'investissements étrangers en France, 900 milliards, plus de 200 milliards transitent par le Luxembourg, c'est-à-dire bénéficient de montages juridiques et fiscaux qui leur permettent d'échapper à tout ou partie à l'impôt. Et moi, je trouve que le contraste est saisissant entre l'optimisme surjoué de Versailles et la réalité vécue par les salariés français aujourd'hui. Je pense à ceux de Vincorex, dont l'entreprise a été dépecée. Je pense à ceux d'Arcelor, à qui vous refusez obstinément la nationalisation. Je pense aux salariés de la Chapelle Darblay, qui ont besoin de 20 millions que vous leur refusez. Et avant de faire venir des entreprises étrangères, je voudrais aussi qu'on empêche nos propres multinationales françaises, gavées d'argent public, qui délocalisent, qui ferment des établissements et des usines. Alors ma question, elle est simple. C'est comment, au-delà de la communication événementielle, vous faites pour sauver les emplois et l'industrie française? Emmanuel Morel qui est en colère par rapport à la stratégie d'optimisation fiscale de ces entreprises qui veulent relocaliser en France. Alors, que nous répond Marc? Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Emmanuel Morel, triomphalisme de tribune. C'est ce que vous avez indiqué à propos de Choose France. Choose France, c'est 180 000 emplois depuis son origine, depuis 2019. C'est 50 milliards d'euros d'investissement. Ce sont des emplois dans tous les territoires de France, et pas simplement dans les métropoles, et pas simplement pour les data centers. Donc je pense qu'il faut sortir des caricatures, monsieur le député. Il faut sortir des caricatures et considérer que les investissements sur notre territoire sont aussi facteurs de prospérité, sont aussi facteurs de cohésion sociale. Vous voulez nier cette réalité? Vous en êtes tout à fait libre, mais je pense que notre stratégie, elle doit aussi s'appuyer sur ces investissements-là. Vous nous dites que les data centers ne créent pas d'emplois. Les data centers sont absolument nécessaires à notre souveraineté industrielle. Sans data center pour loger les données,
Nos entreprises ne s'approprieront pas les bénéfices de l'intelligence artificielle, ne s'approprieront pas les gains de productivité que l'intelligence artificielle permet d'envisager. Et donc, considérer que ne pas installer les data centers participe d'une stratégie industrielle gagnante, je pense que c'est une erreur profonde. Vous nous dites que nous avons besoin de protéger un certain nombre d'entreprises. Et vous agitez cette proposition systématique comme un réflexe, celle de la nationalisation. La meilleure manière de garantir les emplois, ce n'est pas de nationaliser, monsieur le député. La meilleure manière de garantir les emplois, c'est de susciter des investissements. Et c'est précisément ce qu'Arcelor a annoncé. Puisqu'Arcelor, du fait de l'action du gouvernement et du fait des propositions que nous avons portées au niveau européen en matière de protection commerciale, par exemple, a annoncé et a confirmé les investissements qu'ils allaient consentir dans la décarbonation. C'est ça qu'attendent aujourd'hui les salariés de ces entreprises. Mais justement, j'ai échangé avec les salariés d'Arcelor et je peux vous le dire, c'est l'investissement et en particulier l'investissement dans la décarbonation qui garantira à notre industrie un avenir dans ce pays. Je pense que ce n'est pas aujourd'hui les recettes que vous proposez, monsieur le député. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Donc Marc Ferracci qui dit qu'on va continuer dans la même direction. Monsieur Géraud Verny pour le groupe UDR. UDR, les députés de Éric Ciotti. La présidente, ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, ce week-end à Aix-en-Provence, 2 policiers municipaux ont été sauvagement agressés en plein après-midi alors qu'ils intervenaient à la suite d'un simple contrôle routier. Poursuivant un individu circulant illégalement sur une mini-moto, ils ont été attaqués par une vingtaine de personnes dans le quartier de Jade-Bouffant. L'un d'eux a été frappé à la tête, seul au sol, incapable même d'appeler des renforts. Bilan, plus de 10 jours d'ITT. Le second, blessé lui aussi, n'a pu s'en sortir que grâce à l'intervention de plusieurs habitants du quartier, que je remercie ici. Je veux rendre hommage au sang-froid et au courage de ces 2 policiers municipaux. Ils ont poursuivi seuls contre tous un individu dangereux dans un quartier difficile. L'un d'eux a maintenu son sang-froid alors même qu'il était frappé au sol. Leur action témoigne d'un engagement total au risque de leur vie, sans autre protection que leur sens du devoir. Monsieur le ministre, cette scène n'est pas un fait divers, elle est le symptôme d'un mal plus profond, celui d'un sentiment d'impunité croissant dans certains quartiers, où l'uniforme n'inspire plus le respect mais devient une cible. Ce sont ces policiers municipaux qui, à Aix-en-Provence comme ailleurs, assurent leur présence visible de l'ordre, interviennent en premier, connaissent les rues, les visages, les habitudes et prennent des risques réels. Ils sont bien souvent les artisans invisibles de la sécurité et de la paix civile dans nos villes, là où la présence policière seule maintient encore le cadre. Mais ces agents au service de notre sécurité à tous doivent être protégés particulièrement. Ainsi, monsieur le ministre, soutiendrez-vous la proposition de loi que le groupe UDR présentera visant à instaurer des peines planchées pour les violences contre les forces de l'ordre? Je vous remercie. Merci beaucoup. Lors de leur niche parlementaire, une journée par an où ils ont le contrôle de l'ordre du jour. Auprès du ministre de l'Intérieur. Alors, il n'est pas là, Retailleau. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, je pourrais répondre à votre question, sauf qu'elle relève principalement d'ailleurs du garde des Sceaux. Mais vous avez raison de dire en revanche que les polices municipales, qui représentent aujourd'hui la 3e force de sécurité intérieure avec plus de 28 000 personnels, est aujourd'hui au quotidien les premiers réceptacles, si je peux dire, de cette violence que nous avons à combattre et que nous combattons d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle, une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, nous allons dans le cadre du Beauvau des polices municipales et le prochain texte qui sera présenté d'ici la fin du mois de juin, leur donner des pouvoirs supplémentaires et reconnaître aussi ce statut afin que, dans une collaboration très étroite, et ce sera visé dans le texte, entre les polices municipales et les polices et la police nationale, il puisse y avoir une complémentarité qui soit encore plus renforcée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur le fait particulier que vous souleviez, 2 aspects. L'aspect rodéo sur lequel nous menons une lutte incessante. Peut-être vous redonner le chiffre que j'avais dû redonner hier, qui est en avril 2025, déjà 4 295 opérations de lutte contre ces rodéos. Et en ce qui concerne notamment le refus d'obtempérer, la question du changement de stratégie, puisque désormais l'ensemble de nos forces de sécurité auront la possibilité de poursuivre. Il faudra insister enfin pour terminer sur ce propos que... Oh là là, bah,
Bah alors, l'Assemblée nationale? J'ai vu la qualité vidéo se dégrader et je me suis dit... non, d'ailleurs, hop. Alors... Eh bah dis donc. Ça galère aujourd'hui, hein. Il y a trop de monde qui regarde les QAG. Eh bah oui, le dérouleur est même pas à jour. Dites donc. Bah rendez-nous les QAG. Rapport de certification de la sécurité le sociale RN. 2024 avec une annonce stupéfiante. La branche famille a encore bel et bien perdu 6,3 milliards cette année, enfin l'exercice précédent, soit 16 milliards en 3 ans. De quoi parle-t-on? De 595 milliards de prestations versées par les 5 branches de la sécurité sociale et celles de solidarité versées par les caisses d'allocation familiale et 615 milliards prélevés sur les entreprises et les particuliers et les travailleurs bien évidemment, soit 20% de notre richesse. Pour la 20e année, le diagnostic est sans appel avec des anomalies comptables encore plus graves qu'en 2023 et 42 éléments dits non probants. Tout cela projetterait dans la faillite n'importe quelle entreprise. Imaginez 70% du budget dans une totale approximation. Pour exemple, l'ACOSS est certifiée, malgré une très grande faiblesse des contrôles internes, sur 72 milliards d'exonération. Et le plafond de déficit pour 2025, la même ACOSS, est prévu à 65 milliards, 20 milliards de plus que l'an dernier. La maladie en déficit de 14 milliards traîne toujours une dette vieille de 40 ans d'un montant de 800 millions d'euros. Impossible de connaître les indus et encore moins les créances, sans doute supérieures à 5 milliards des pays étrangers. La branche vieillesse est en déficit de 4 milliards et elle est plongée, mais vous le savez bien, Monsieur le Premier ministre, par une dette de 40 milliards de la Caisse des agents de l'État. Et il persiste toujours une erreur sur 10 dans la liquidation des dossiers. Quant à la branche famille non certifiée, elle dysfonctionne totalement avec des circulaires qui changent tout le temps, des contrôles internes très déficients, une fraude estimée entre 3,8 et 4,7 milliards. La moitié des indus ne sont pas recouvrés et les erreurs non corrigées après contrôle tournent toujours autour de 10 milliards, etc., etc. Donc la course époumonne depuis 20 ans sans résultat. Il est urgent d'ouvrir une commission d'enquête pour permettre mettre les directeurs des caisses nationales. Ah oui, parce que là, le rap de temps. La sécurité sociale devant leurs responsabilités. Merci. La parole est à Madame Amélie de Montchalin, ministre en charge des Donc, il comptes va publics. s'exprimer sur le refus de certification Merci, de la Cour des Madame la comptes députée. sur la Vous Sécu. avez décrit ce qu'est la sécurité sociale telle qu'elle a été créée en 1945, Et bien abîmée par depuis. tous, au bénéfice de tous. Mais vous avez aussi décrit la situation de déficit dans laquelle elle se trouve. Je rappelle qu'en 2019, la sécurité sociale était à l'équilibre. Et donc, il n'y a pas de fatalité. Nous avons devant nous un travail méthodique, comme il avait été conduit entre 2010 et 2019, à conduire pour qu'entre 2020, année du Covid, et avant 2029, objectif de 3% de déficit, nous remettions ce grand système qui bénéficie à tous les Français à l'équilibre. Mais vous m'interrogez sur la certification des comptes. Je vous le dis avec beaucoup de gravité, la situation est, comme vous le dites, totalement incompréhensible pour les Français et elle est totalement insatisfaisante. Je suis ministre des Comptes publics. Je suis, comme vous, très mobilisée pour que cette situation cesse. Et je suis d'autant plus mobilisée que nous avons, heureusement, pris des mesures structurelles pour arrêter à la source, si je peux le parler ainsi, les raisons de ces indus, de ces erreurs. La première chose que nous avons mise en place grâce à ce qui est effectif depuis le 1er mars 2025, c'est ce que nous appelons la solidarité à la source. C'est le pré-remplissage automatique des déclarations mensuelles pour la prime d'activité et le RSA, grâce à ce que les Français connaissent très bien sur le prélèvement à la source des impôts, pour que ce soit l'administration qui remplisse et le citoyen qui contrôle, et non l'inverse. En faisant cela, c'est plus simple pour les Français, c'est beaucoup plus efficace pour les contrôles et je dois dire que c'est un projet que j'ai eu le grand honneur de lancer quand j'étais ministre de la Transformation publique en 2021-2022. Cela a pris effectivement
plus de 3 ans à être lancé, c'est effectif, je pense que nous pouvons nous en satisfaire. Pourquoi c'est essentiel ? Parce que si nous ne rentrons pas dans une logique de pré-remplissage automatique, nous nous mettons en danger. Deuxième élément sur lequel je serais ravi également de vous entretenir, c'est notre plan de lutte contre la fraude. Nous avons l'an dernier détecté plus de 30% de plus en un an de fraude et nous avons donc collecté dans la sphère sociale plus de 3 milliards d'euros. C'est ça notre objectif aussi à poursuivre. Merci. Voilà la réponse de la ministre. Alors, est-ce que la solidarité à la source, ça fonctionne pour vous? Pour le groupe EPR. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Alors, EPR, Ensemble pour la République, les macronistes. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre délégué chargé des Transports. Monsieur le ministre, l'année 2025 est celle de la mer. Un temps fort pour rappeler l'importance de notre souveraineté maritime, de nos ports, de nos marins. 80% de nos approvisionnements arrivent par la mer. En 2016, la loi pour l'économie bleue a instauré les exonérations de charges patronales dites non énimes. Quel était l'objectif ? Renforcer la compétitivité du pavillon français. Et ces mesures ont porté leurs fruits. Le registre international français, le RIF, c'est-à-dire notre pavillon, a progressé de 34% entre 2017 et 2023, au moment même où le pavillon américain s'effondrait. Cette dynamique est aujourd'hui fragilisée. Depuis le 1er mars, la suppression partielle de ces exonérations s'applique aux armateurs. Cette mesure entraîne des conséquences concrètes. Elle menace des centaines d'emplois, notamment parmi les jeunes officiers. Elle alourdit de plusieurs milliers d'euros par mois le coût d'un navire sous pavillon français et pénalise directement l'emploi national à bord. Elle va inciter les armateurs à quitter notre pavillon. Notre flotte stratégique repose sur les armateurs français, sur les navires battant pavillon français, sur toutes les mers du monde, sur des marins formés, embarqués, disponibles. Pour cela, il nous faut rester compétitifs. Ne brisons pas les efforts qui ont porté leurs fruits. Aussi, Monsieur le ministre, le gouvernement envisage-t-il de proposer dans le prochain PLFSS des mesures correctrices, y compris le rétablissement des exonérations pour soutenir les armateurs et sécuriser notre flotte stratégique? Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à madame Françoise Gatel, ministre chargée de la ruralité. Merci. Merci madame Pourquoi la la ruralité présidente, mesdames et messieurs les députés. Parle de la mer. Monsieur le député Chenevard, permettez-moi tout d'abord d'adresser à toutes les victimes de la catastrophe climatique que connaît votre département, à leurs proches, mais aussi à l'ensemble des forces de secours, nos pensées les plus solidaires. Votre question est très importante et j'y réponds à la place de mon collègue Philippe Tabarot, qui est retenu en Allemagne pour un sommet international sur les transports. Votre question sur les entreprises maritimes me touche au cœur, si je puis dire, ainsi que tous les députés bretons qui sont là, parce que nous connaissons l'importance de la flotte maritime de la France par le biais de Brittany Ferries. Vous l'avez évoqué, monsieur le député, la loi de financement de 2025 a effectivement modifié le périmètre des exonérations de cotisations patronales pour une catégorie de la flotte, puisque depuis le 1er mars, les armateurs opérant sur des navires de transport de passagers, des navires dédiés aux énergies renouvelables et des câbliers bénéficient de la totalité des exonérations. Mais, et c'est votre question, les autres navires de service et de fret sont, eux, privés, si je puis dire, des exonérations départ chômage et famille qui représentent entre 25 et 45% de leurs cotisations. Cette mesure impacte très lourdement notre secteur maritime qui est en proie à une concurrence très agressive, notamment sur le plan social. Et je tiens d'ailleurs, monsieur le député, à saluer la qualité de votre rapport reconnu par tous sur ce sujet. Le ministre Philippe Tabarot est pleinement mobilisé sous la responsabilité du Premier ministre et de François Rebsamen naturellement en faveur d'une révision de ce dispositif
dans le cadre des discussions du budget 2026. Car ces mesures ont un impact profond pour notre secteur. Merci Madame la Ministre. Eh ben c'est fini, voilà, c'est fini. Coucou Saumon, je vais pas pouvoir tout résumer, mais il s'est passé beaucoup de choses. Au pire, il y a le petit résumé là. Merci, La France Madame la Insoumise Présidente. maintenant. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Qui protégez-vous? Qui protégez-vous lorsqu'un deal est passé avec Nestlé dans le dos des Français? Des dizaines d'années que les eaux naturelles et minérales de Nestlé, 400 fois plus chères que l'eau du robinet, sont en réalité traitées. Une fraude à 3 milliards, rien que sur ces 3 dernières années. Des eaux traitées, car contaminées, avec des procédés illégaux et donc un risque sanitaire. Et tout le monde savait, l'ARS, la préfecture, le ministère. Un rapport a été caviardé avec des paragraphes entiers écrits sous la dictée de Nestlé. C'est un scandale d'État qui remonte jusqu'à l'Élysée. Qui protégez-vous lorsqu'avec la loi du plomb, vous ouvrez la porte à la réintroduction des néonicotinoïdes, un pesticide 4000 fois plus polluant que le DDT pourtant interdit il y a une 50aine d'années? Qui protégez-vous lorsque vous minimisez outrageusement le problème des PFAS, bombe sanitaire qui a déjà explosé? Les polluants éternels. Protégez-vous quand dans vos textes de pseudo-simplification, vous attaquez le devoir de vigilance et tous les garde-fous qui permettent d'assurer la sécurité, la santé et l'intérêt des Français? Vous agissez comme les VRP des intérêts privés. Vous faites de notre pays un immense terrain de jeu pour un capitalisme de plus en plus débridé. Choose France, oui, choisissez la France, le pays où dans les ministères on ferme les yeux sur des scandales sanitaires, le pays où la drague des multinationales passera toujours devant l'intérêt général, le pays où les entreprises cotées en bourse peuvent se gorger d'aides publiques et coécrire la loi au grand mépris de l'écologie, de la santé publique et de l'état de droit, le pays où des commissions d'enquête parlementaires sont piétinées, où Alexis Colère peut les sécher, où les représentants de Nestlé peuvent y mentir sciemment et s'en tirer. Qui est-ce que vous protégez? Monsieur le Premier ministre, sur ces scandales qui touchent à nos vies, à nos santé face aux intérêts privés. C'est votre responsabilité et celle de votre gouvernement qui sont engagés. Beaucoup. Merci. Bon, Claire Lejeune qui met les pieds dans le plat. La parole est à monsieur Yannick Neuder, ministre de la Santé. Et c'est Yannick Neuder qui va lui répondre. Alors, qu'en dit le gouvernement? Madame la députée Lejeune, Madame et Messieurs les députés, il y a beaucoup de questions dans votre question. En tant que ministre de la Santé, je vais répondre sur le sujet qui me semble particulièrement important, qui est celui de la qualité de l'eau en France. La qualité de l'eau est particulièrement bien contrôlée. Nous sommes le pays d'Europe qui contrôle le plus sa qualité d'eau. Et sur l'ensemble des bouteilles Nestlé, il n'y a pas d'impact sanitaire. Le sujet de Nestlé n'est pas un impact sanitaire, mais éventuellement un sujet, et il y a une enquête en cours, sur la qualité microcristalline des eaux. Donc il s'agit effectivement de faire la lumière en toute transparence sur la qualité des eaux. Est-ce que le filtre qui a été mis et qui a été demandé d'être enlevé, eh bien, intègre et désintègre surtout la qualité minéralogique des eaux. Donc c'est un premier sujet. Donc j'ai pris la décision d'envoyer une note à l'ensemble des ARS pour faire vérifier ce point. Nous avons notamment saisi l'ANSES pour effectivement définir les seuils et surtout saisi la Commission européenne pour que ces seuils français soient les mêmes pratiqués à l'échelon européen. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc Yannick Neuder qui nie toute implication, tout scandale. Intéressant. Les socialistes maintenant. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Monsieur le ministre, quand le code postal détermine le destin d'un citoyen, plus sûrement que son mérite, c'est une ségrégation territoriale silencieuse que nous ne pouvons tolérer. Quoi ? La crise du mal-logement s'aggrave et précarise plus de 14 millions de personnes. Les quartiers prioritaires, qui concentrent près de 10% de la population, ne reçoivent que moins de 1% du budget de l'État. Nous attendons encore des actions fortes pour défendre le droit des personnes à se loger dignement. Dans le combat républicain pour l'égalité des chances, l'ANRU est un acteur incontournable. Le nouveau programme national de renouvellement urbain, engagé pour la période 2014-2030, porte ses fruits. 450 quartiers transformés, ce sont autant de logements améliorés,
d'espaces publics valorisés et de nouvelles activités économiques encouragées sur nos territoires. À ce jour, la contribution de l'État de 1,2 milliard d'euros n'a été versée qu'à hauteur de 10%, à un rythme qui met en péril la visibilité nécessaire à ces missions. 120 millions seulement. Alors, abandonner financièrement un programme qui fonctionne. Les bailleurs sociaux et les collectivités déjà asphyxiées financièrement ne peuvent porter seuls le fardeau d'une mission relevant de la solidarité nationale et vous le savez, Monsieur le Ministre. Il y a 6 mois, des négociations intenses avaient permis d'obtenir à l'occasion de discussions budgétaires un soutien indispensable pour les organismes de logements sociaux. À ce propos, qu'en est-il de la signature de l'arrêté permettant la baisse de la RLS? La deuxième phase de l'ANRU s'achèvera en 2026. Pouvons-nous compter sur vous, Monsieur le Ministre, les 11 et 12 juin, lors des Journées nationales de l'ANRU, pour annoncer un ANRU 3 suffisamment financé? Votre absence d'engagement vis-à-vis du programme de soutien aux quartiers populaires serait incompréhensible, tout comme toute défiance envers le secteur du logement social. Allez-vous enfin réengager l'État dans une politique de la ville véritablement ambitieuse? Merci beaucoup. Bah alors, il est où le décret, hein? C'est à Madame Valérie Létard, ministre en charge du logement. Alors, il en est où le décret, Valérie? Merci Madame la Présidente. Madame la députée, votre question embrasse large et ça va être difficile en 2 minutes de tout dire. Mais vous l'avez compris, en tout cas, en tant que ministre du Logement et avec le soutien de Monsieur le Premier ministre et du gouvernement, nous avons pris toute une série de décisions depuis la préparation et le vote de ce budget 2025 que nous souhaitons mettre en œuvre et poursuivre. Vous m'interrogez bien sûr, Madame la députée, sur quelque chose qui est important. Comment aider les bailleurs sociaux à faire plus de logements sociaux? Il faut être au rendez-vous de la baisse de la ponction sur les fonds propres. C'est la baisse de la RLS. L'arrêté est signé. J'en remercie Amélie de Montchalin, puisque cet arrêté, il est co-signé par nos 2 ministères. Ça montre qu'on a voulu être au rendez-vous de la mobilisation aussi des 850 millions du taux du livret A. Ça fera 116 000 productions et d'agréments neufs, nouveaux, avec les bailleurs sociaux et 120 à 130 000 rénovations. L'ANRU, Madame la députée, vous avez raison, l'État a pris du retard ces dernières années, mais est au rendez-vous, à contractualiser et tiendra ses engagements pour le NPNRU. 50 millions avaient été affectés au budget cette année. On sait qu'on peut les retirer au moment des crédits de paiement. Mais ils seront pas retirés parce qu'ils ont déjà été payés. Donc déjà, l'État, dès février, a honoré son engagement et payé ces 50 millions. Ça ne sera pas suffisant. On est dans un moment budgétaire difficile. On doit continuer le travail parce que l'ANRU 2, le NPNRU, va devoir continuer ses travaux et sa réalisation jusqu'en 2030, voire 2032. Chaque année, nous devons tous être au rendez-vous avec Action Logement, la Banque des Territoires, les collectivités. Croyez-moi, nous serons au rendez-vous de 2 façons. Il faut qu'effectivement, pour 2026, on trouve la solution la meilleure pour avoir une augmentation de la part de l'État. Et vous l'avez dit, comment peut-on projeter l'avenir de l'ANRU? Le 11 et 12 juin, il y aura un rendez-vous avec les acteurs de la rénovation urbaine. Nous essaierons d'y développer la méthode que l'État souhaite embarquer. Je vous remercie. Donc l'ANRU, c'est l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et le NPNRU, c'est le nouveau programme national de renouvellement urbain. Et maintenant, la droite républicaine, les députés de Laurent Wauquiez, ou plutôt de Bruno Retailleau. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le ministre, les gendarmes d'actifs sont chaque jour sur le terrain, engagés sans relâche dans des missions toujours plus nombreuses. Lutte contre la délinquance, sécurité des mobilités, violence intrafamiliale, maintien de l'ordre public, et j'en passe. Leurs charges s'intensifient, leur présence est indispensable, leur engagement total. Dans ce contexte d'insécurité croissante, vous leur retirez un soutien essentiel, la réserve opérationnelle. Car oui, la baisse de 16% du budget de la réserve en 2025 est incompréhensible. En Haute-Savoie, ce sont 530 réservistes engagés, formés, prêts à intervenir. Et pourtant, ils sont massivement laissés sur la touche. Non pas pour inaptitude ou inhabilité, non, mais par manque de financement. Je parle bien ici de volontaires courageux, disponibles, dans l'attente de convocation dans des brigades qui en ont grandement besoin. Bien que ce soit une autre enveloppe, vous continuez de programmer des PMG, vous suscitez l'engagement, mais vous n'offrez aucune perspective d'action.
C'est un gâchis de compétences, un mépris du volontariat, une totale incohérence. L'appui de la réserve n'est pas une option, mais une nécessité opérationnelle. Nous en sommes certains, en soutien aux gendarmes d'active, au front, jour et nuit. Monsieur le ministre, concrètement, comment allez-vous garantir l'emploi effectif de nos réservistes mis de côté? Et surtout, quand comptez-vous redonner à la gendarmerie les moyens budgétaires indispensables à l'accomplissement de leur mission? Je vous remercie. Merci 2 questions pour François-Noël Buffet. Monsieur François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée, évidemment, vous posez une question extrêmement importante, mais d'abord... Dans le micro, François-Noël. Bien sûr, l'engagement citoyen est capital, réservistes, tous les réservistes, services civiques, sapeurs-pompiers volontaires, bénévoles. Je profite de la situation pour saluer à nouveau les sapeurs-pompiers volontaires qui se sont mobilisés hier au Lavandou et dans le Var pour apporter du soutien à l'ensemble de nos compatriotes, et j'ai pu les rencontrer hier soir. Je voudrais simplement vous dire que la volonté, évidemment, de continuer de mobiliser tous ceux qui souhaitent s'engager, les choses sont parfaitement claires. Et d'ailleurs, la LOPMI a parfaitement déterminé les conditions dans lesquelles les objectifs qui étaient les nôtres sont des objectifs ambitieux, puisque pour la gendarmerie, nous devons passer de 37 000 réservistes opérationnels à 50 000 d'ici 2027. C'est dire que la volonté est entière et que nous allons continuer, évidemment, de nous mobiliser. Pour la police nationale, on est de 10 000 réservistes opérationnels à 30 000. L'enjeu est majeur, mais il est majeur à la limite dans tous les dispositifs de réserve qui existent, tant nous avons besoin de construire aussi un outil de résilience extrêmement fort. Je voudrais peut-être vous rappeler, vous dire plutôt que vous rappeler, que la gendarmerie aujourd'hui consacre un budget de plus de 75 millions d'euros à ses réservistes. Que dans le cadre en 2025, nous avons préservé, bien sûr, ce montant-là, et que l'objectif pour les années suivantes est également de le préserver. Car à l'occasion de nombreux événements, notamment des événements extrêmement importants, les réserves sont là, elles sont utiles, elles ne sont pas oubliées, je voudrais le dire très clairement, parce que j'ai peur qu'on laisse croire ou qu'on laisse entendre qu'elles ne seraient pas utilisées, en tous les cas jamais mobilisées. Ce n'est pas tout à fait le cas, c'est l'inverse, mais elles sont mobilisées quand cela est absolument nécessaire, mais elles sont un soutien incontestable à nos brigades. Merci. Alors, est-ce que la députée est convaincue? Merci, Monsieur le Ministre. En Haute-Savoie, c'est très clair. Ils sont nombreux, oui, vous en annoncez toujours plus, mais il n'y a pas les financements pour qu'ils soient présents sur le terrain. La sécurité des Français ne peut se réduire à un mauvais budget. Je vous remercie. Elle n'a pas l'air convaincue par la réponse. La parole est à présent à Monsieur Boris Tavernier pour le groupe écologiste et social. Les écologistes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, lundi, le président de la République a réédité sa grande messe, le Choose France. Il a reçu au château de Versailles des patrons de la tech du monde entier, des milliardaires, pour construire des entrepôts Amazon par-ci, des data centers par-là. De mon côté, plus modestement, lundi, mon programme a été tout autre. J'ai reçu des messages de nombreuses associations d'aide alimentaire. Elles m'alertaient parce qu'elles ont été informées d'une décourageante nouvelle des services de leur préfecture. Les crédits de renfort pour l'aide alimentaire ne sont pas reconduits. Alors l'aide alimentaire, c'est moins sexy que la tech. Une épicerie sociale, ce n'est pas Versailles. Et pourtant, choisir la France, ça devrait être ça. Choisir la France, ça devrait être de recevoir à Versailles celles et ceux qui font tenir le pays, et non les abandonner au moment où leur travail n'a jamais été aussi essentiel. Force à eux, Si les crédits d'ailleurs. s'éteignent, la précarité alimentaire, elle, reste toujours aussi éclatante. Dois-je vous rappeler, Monsieur le Premier ministre, qu'aujourd'hui en France, 50% des travailleurs pauvres déclarent ne pas manger à leur faim. Alors pour vous, peut-être, ces crédits non renouvelés ne sont que des chiffres, une manœuvre comptable, voire une technique de passe-passe bien commode pour économiser quelques milliers par-ci, quelques millions par-là. Mais sur le terrain, les conséquences sont réelles. À Lyon, c'est le risque de fermeture d'une asso d'aide alimentaire pour les étudiants. Dans le Béarn, une épicerie sociale. Dans le Loiret, c'est la banque alimentaire qui est mise à mal. Partout dans le pays, c'est le même refrain. Alors face à ces crédits non renouvelés, ne répondez pas « Fonds mieux manger pour tous ». Il existe, c'est très bien, je le salue, il faut le pérenniser. Mais maintenant, Monsieur le Premier ministre, soyons sérieux. Donner d'une main pour reprendre de l'autre, ce n'est pas une stratégie de financement pertinente, c'est cynique. Éteindre des crédits sans tenir compte des besoins, et alors que bien trop de Français ont faim, ce n'est pas une stratégie de financement pertinente, c'est irresponsable. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Pouvez-vous rassurer les acteurs de la solidarité et leur confirmer que les crédits non renouvelés seront sauvés? Monsieur le Premier ministre, allez-vous choisir la France, même un petit peu?
Je vous remercie. Bon, monsieur le question député. du La parole est à député madame sur Amélie l'aide de alimentaire. Montchalin, ministre en charge Que va répondre Amélie? Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, je crois que nous choisissons tous la France. Mais surtout, nous choisissons tous les Français. Quand à Versailles, nous avons des investissements de 20 milliards d'euros qui vont créer des dizaines de milliers d'emplois, qui vont nous permettre d'exporter, qui vont nous permettre que des Français, partout dans le pays, puissent concourir à notre prospérité collective. Je crois que nous choisissons la France et nous choisissons les Français. Ces entreprises vont payer des charges, elles vont payer des impôts, elles vont contribuer au compte public et elles vont nous permettre de maintenir le modèle social qui, oui, est un modèle de solidarité. Je n'ai pas, au moment où je vous parle, les éléments précis sur votre question concernant les crédits spécifiquement dont vous parlez. Ah bah c'est dommage. Ce que je peux vous dire, c'est que la France a toujours été et sera toujours mobilisée pour que l'aide alimentaire, dont nous savons tous qu'elle est massivement financée par les crédits européens, et que ces crédits européens, vous le savez, pour le budget 2021-2027, la France a milité pour qu'ils soient maintenus et augmentés. Nous avons aussi, pendant la crise du Covid, concouru à ce qu'il y ait plus de moyens pour les plus vulnérables. Souvenez-vous des mesures qui ont été prises pour les étudiants, notamment dans les Crous, avec la cantine à 1 €. Et je peux vous garantir que ce gouvernement ne fait pas le choix d'opposer les Français entre ceux qui iraient mieux et ceux qui ont besoin de soutien. Nous ne cherchons pas à faire des économies de bout de chandelle. Je vous répondrai avec Catherine Vautrin, évidemment, sur ce sujet en plus grand détail, en regardant les choses avec évidemment précision. Et vous savez que c'est toujours comme ça que je crois que nous pouvons mieux travailler ensemble. Mais je crois que nous ne pouvons pas opposer les uns et les autres. Et oui, nous choisissons et la France, et les Français, et la solidarité, et la productivité. Oui, le fameux repas à 1 € contre lequel les macronistes étaient contre. C'est noté. La parole est à présent à monsieur Pascal Lecamp pour le groupe démocrate. Les démocrates, les députés de François Bayrou. Et ce sera notre dernière question de l'Assemblée nationale. À monsieur Laurent Saint-Martin, ministre chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Monsieur le ministre, le sommet de Choose France, lancé en janvier 2018 comme un pré-Davos à l'époque, s'est imposé comme un des grands rendez-vous d'affaires européens, désormais en mai tous les ans à Versailles. Choose France, ce sont 163 000 emplois créés et 88 milliards d'euros d'investissement en 7 ans. Un véritable succès en termes d'attractivité économique. Derrière ces chiffres vertigineux, il y a des opportunités concrètes pour nos concitoyens. Pour cette 8e édition, de Cambrai à Marseille, de Lac à Saint-Avold, de Saint-Jean-de-Folleville à en Barrois, en passant par Onnaing, Aubervilliers ou Val-de-Reuil, plus de 13 000 emplois directs ou indirects ont été annoncés. C'est désormais indéniable, la France est attractive et dans un monde dans lequel les vents contraires sont nombreux, c'est un atout crucial. Mais dans le même temps, la crise secoue Valeo, Vancorex, Michelin, ArcelorMittal et en première ligne leurs salariés. Alors, monsieur le ministre, ma question est... Oh là. Allez, il y a encore l'Assemblée nationale. C'est quoi la question? Tout en améliorant la rétention des postes créés et mieux cibler les futures éditions de Choose France vers des industries pourvoyeuses d'encore plus d'emplois sur notre territoire. Je vous remercie. On n'aura pas eu le cœur de la question, mais on va l'avoir avec la réponse. Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre délégué chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Alors. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Pascal Lecamp, merci pour votre question qui met une fois de plus en lumière le succès de cette édition de Choose France. Vous avez rappelé les chiffres en cumul depuis 2018. Ils sont importants, ils ne sont pas importants pour l'événement de Versailles en lui-même. Ils ne sont pas importants pour nos centres de décision métropolitains. Ils sont importants pour l'ensemble de nos territoires. Et notamment les territoires qui ont pu souffrir ces dernières décennies de désindustrialisation. Il y a un chiffre que je cite régulièrement, mais qui parle de lui-même. Plus des 3/4 des investissements industriels qui sont décidés à Choose France, c'est-à-dire d'investisseurs étrangers, vont dans des villes de moins de 20 000 habitants. Ces investissements-là, ils vont revitaliser l'ensemble de nos territoires. Vous avez raison, il nous faut cibler au maximum des investisseurs dont les projets, notamment industriels, sont les plus pourvoyeurs d'emplois. Il faut aussi le faire dans des industries d'avenir, dans des industries dans lesquelles la France a une avance, notamment technologique. C'est pourquoi nous avons vu beaucoup de projets lundi à Versailles dans le domaine de l'énergie. Nous l'avons vu dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et ce que j'ai entendu plus tôt sur cette session de questions au gouvernement est erroné. Les data centers, c'est de l'industrie.
Et c'est immensément stratégique justement pour notre propre autonomie et notre propre souveraineté. On a besoin de l'ensemble du spectre de la réindustrialisation jusqu'à ces technologies de rupture. Et il faut que toutes les régions puissent en bénéficier. Et ce que vous avez remarqué, monsieur le député, c'est qu'en France, depuis 7 ans, nous ouvrons plus d'usines que nous en fermons. Bien sûr, nous devons continuer à accompagner les entreprises qui sont en difficulté, les secteurs qui souffrent et ceux qui sont soumis à des risques de fermeture et de licenciement. Mais nous devons continuer à accélérer pour pouvoir faire en sorte que chez nous, de la vallée de la batterie à Dunkerque, jusqu'à tous les projets d'énergie renouvelable, notre pays reste peut-être l'an prochain, pour la 7e année consécutive, le pays le plus attractif d'Europe. Bon, eh ben on va continuer dans la même direction. Monsieur le ministre, monsieur le député. Merci, monsieur le ministre. Le groupe démocrate, autour de Marc Fesneau, en posant cette question, voulait insister et veut insister sur le besoin d'être attentif au lien entre nos futurs investissements directs étrangers et la création d'emplois long terme participant à notre réindustrialisation, vous l'avez précisé. C'est rassurant. Nos concitoyens ne comprendraient pas en effet que les annonces ne se transforment pas en une diminution sensible du chômage autour d'eux. Merci beaucoup, monsieur le député. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue et reprendra à 15h. Très bien, voilà, c'est la fin de cette première partie des questions d'actualité au gouvernement. Nous venons de terminer la partie de l'Assemblée nationale. Donc, comme je l'expliquais en introduction YouTube, je vais découper ce live-là en 2 VOD. Donc, il faudra passer à la VOD suivante qui sortira dans la foulée pour suivre les questions d'actualité du côté du Sénat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du format des 2 lives découpés. Et bien sûr, j'en profiterai pour ce live-là aussi pour séquencer sur la VOD chacune des questions pour que vous puissiez retrouver les temps de questions de chacune des 11 questions. Et je ferai pareil avec les 16 questions du Sénat qu'on devrait avoir d'ici quelques instants. Voilà, j'arrête là cette première VOD YouTube. On se retrouve tout de suite finalement pour la suite des questions d'actualité côté Sénat, et nous on va débriefer du côté de l'Assemblée nationale en attendant Gérard Larcher. Voilà, et puis on se retrouve très vite YouTube. Allez, à tout de suite.